Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Sport au salon Destination Nature et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Radio Sport Gilles Vicrobec. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors vous êtes à la fois président du comité de randonnée pédestre de la Martinique et aussi vice-président de l'Office du tourisme de la Martinique. Alors j'allais dire, c'est presque trop facile de vendre la Martinique quand on parle de tourisme, parce qu'on dit bon, il y a des plages, il y a la mer, mais pas que. Il faut de temps en temps savoir tourner le dos à la mer. Voilà, il n'y a pas que ça. En fait, sur le terrain des plages, on est très concurrencé parce que, vous savez, il y a toute la Caraïbe, il y a les îles hispanophones, il y a les îles anglophones. Donc, il faut arriver à caractériser son territoire en allant chercher des éléments qui sont spécifiques. Donc, nous avons évidemment... Pendant très longtemps, les gens ils venaient dans les îles, plage cocotière, l'expression connue, plage cocotière. Il a fallu qu'on se démarque de cela en mettant en valeur autre chose. Donc il y a la culture qui peut être vue sous plusieurs aspects, la cuisine, la musique, etc. Donc les gens sont allés vers l'habitant et non pas simplement sur la physique de l'île. Et puis on a pris certains aspects aussi de l'île, géophysique, mais qui n'était pas mis en avant, tel que la montagne. Donc aujourd'hui, nous avons fait un travail énorme pour mettre en avant les spécificités de la montagne pelée. Qui est classée au patrimoine de l'UNESCO, mais pas que, parce qu'il y a aussi les pitons du Carbet. En fait, c'est toute une zone. Et parce qu'il y a une spécificité là, et les gens découvrent de plus en plus. Je pense qu'on a trop vendu les plages cocotières. Et on a laissé le touriste découvrir, il dit mais au-delà de cela, il y a aussi il y a la forêt. Et finalement, on s'est rendu compte que c'est un atout maître aujourd'hui. Voilà. Oui, ça doit paraître totalement surréaliste aux touristes potentiels qui veulent venir à la Martinique et disent il y a autre chose que les plages. Mais oui, mais il y a énormément de choses. À la limite, vous n'avez même plus le temps d'aller à la plage. Oui, ou alors le soir pour se reposer un petit peu, en fin de journée. En fin de journée avec un petit verre. Absolument. Alors justement, le tourisme de l'intérieur, le tourisme des terres, c'est aussi beaucoup du tourisme sportif, non? Puisque là, en mettant votre casquette de président du comité de randonnée pédestre de la Martinique, il y en a des sentiers à parcourir. Alors il y a il y a 300 km de sentiers qui sont balisés, que nous entretenons, mais il y a encore d'autres pistes qu'on va mettre sur la map, comme on dit, qu'on peut avoir simplement avec son GPX sur son téléphone, mais qui ne sont pas sur des cartes en papier. Et puis il y a on a décliné les sentiers de la Martinique en sentiers littoraux, sentiers de montagne, sentiers de campagne. Et puis après, c'est une grosse tendance qu'on a aussi au niveau de la Fédération française de randonnée pédestre, c'est de développer des thèmes autour des sentiers. Donc, par exemple, alors, il y a les sentiers culturels autour de la vie d'un écrivain. Hein. Il y a des sentiers, par exemple, en France, il y a celui de Stevenson, parce que c'est un écrivain, voilà, etc. Bon, on reprend l'histoire. Il y a quelque chose qui a été fait ici, qui s'est développé, c'est l'œnotourisme autour des vignobles. Œnotourisme, donc voilà. Et dans notamment le sud de la France, le Languedoc, ils ont beaucoup développé ça. Ça a été repris dans le Médoc. Et nous, évidemment, on ne produit pas de vin, mais on produit du rhum. Voilà, donc il y a du spiritourisme. On a la spirirando et du spiritourisme, oui, et nous avons décliné chez nous au comité la spirirando. Ça doit être dur, ça, la spirirando. Non, parce qu'on boit à la fin. Ah d'accord. Mais si vous jamais pendant. Je ne dirais pas, non, mais Joker. D'accord, ok. Mais c'est vrai qu'en fait, l'idée, c'est de mettre en valeur le patrimoine de l'industrie romière à travers les circuits. Souvent, le touriste, il arrive, il est en voiture, il pose sa voiture, il visite l'usine ou la distillerie, il repart. L'idée, c'est de lui offrir aussi la possibilité d'aller au-delà du site industriel, d'aller dans les champs, d'aller visiter les villages d'à côté, la commune d'à côté, de revenir. Donc on a établi 8 circuits de spirirando autour de 8 distilleries très connues à la Martinique. Donc c'est un tourisme qui est naissant aussi et qui est très apprécié. Voilà. Et ça permet de découvrir qu'au-delà du rhum, au-delà des préparations, des cocktails, il y a la canne à sucre.
Ah oui, il y a la canne à sucre. Parce que Et il y a toute une histoire autour de la canne à sucre. Histoire, et par exemple, si vous allez à la ville de Saint-Pierre, on a développé un circuit de spirituando autour d'une distillerie. Eh bien, il part de la distillerie, il arrive à Saint-Pierre. Donc, en suivant en fait le chemin que faisait le rhum avant l'éruption de la montagne Pelée, distillerie, descendre dans les magasins généraux au bord de Saint-Pierre avant de partir en France. Puis après, ça retourne par les champs à la distillerie. Donc, vous voyez, une trace, en fait, et là, je prends vraiment l'étiquette d'aménageur de sentier, une trace, c'est toujours une histoire. Il n'y a pas de sentier qui a été créé comme ça ad nihilo. Il y a toujours eu des mouvements humains. Et les traces se sont refermées parce qu'avec le développement de la voiture, de la moto, les gens n'utilisent plus tel ou tel sentier. Mais à un moment donné, le sentier, forcément, il ramenait les gens de là où ils habitaient à là où ils travaillaient ou là où ils allaient faire des achats. Et c'est ça notre travail, de refaire vivre cette histoire. Et aujourd'hui, donc vous disiez 300 km à peu près de sentiers. De sentiers qui sont reconnus et balisés. Il faut être, j'allais dire, un sportif ou un randonneur expérimenté pour se lancer sur ces sentiers, ou une famille, par exemple, peut en profiter également. Absolument. Alors, tout dépend du défi que vous voulez vous lancer. Mais si vous partez à l'assaut de la montagne Pelée, il vaut mieux être bien sportif, habitué et tout. Mais il y a des sentiers qui permettent à une famille, voilà, avec des enfants même de 7-8 ans, de faire un petit tour, de découvrir un four à chaud, une vieille bâtisse, etc. Et de découvrir aussi l'âme de la Martinique. D'accord ? Alors justement, est-ce qu'il y a vous pouvez nous faire rêver en nous donnant quelques grands spots à ne pas manquer? Alors là, c'est très compliqué. Mais, oui, parce que là, je vous en demande quelques-uns, vous allez vous faire plein d'ennemis après, parce que vous n'avez pas parlé de moi. Si je parle de... Non, mais alors, il y a quand même un site, il y a 2 sites que j'aime beaucoup. C'est vrai que j'aime beaucoup la montagne Pelée, parce que c'est emblématique. Mais il y a un site qui est celui de la Caravelle, à Trinité. Parce que le site de la Caravelle et aussi celui de Sainte-Anne, ce sont les 2 lieux où la Martinique a été créée. C'était les 2 premières éruptions, les 2 premiers volcans qui ont créé la Martinique. Donc ce sont les plus anciens. Et c'est toujours bien d'aller dans le sud à Sainte-Anne, sur ce qu'on appelle la savane des pétrifications. On trouve du bois qui a été pétrifié avec le temps. Parce que actuellement la Martinique fait 1397 mètres d'altitude. Et dans le sud, sur la savane des pétrifications, on est à peu près à 10-15 mètres d'altitude, mais c'est un point qui a été à plus de 2000 mètres lors de la création de l'île. Avec l'érosion, ça se retrouve à ce niveau-là. Donc, quand vous y êtes, vous êtes en fait... C'est l'équivalent de la montagne Pelée qu'on aurait décalotée au niveau de la mer. Vous voyez, vous êtes au cœur d'un volcan. Et ça, c'est extraordinaire. Et il y a beaucoup de gens qui y vont pour la beauté du site. Et puis, ça, c'est un contraste total avec le reste de la Martinique. Les gens s'imaginent plage, cocotier ou forêt. Mais là, vous êtes dans un désert. Donc, et alors, quand on part sur ces sentiers de randonnée, est-ce qu'on croise forcément du monde, des gens qui vivent, des gens qui travaillent, des gens qui habitent là? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, les sentiers de randonnée ne sont pas fréquentés par des gens qui travaillent. Ce sont vraiment des randonneurs, des touristes, des sportifs, oui, donc croiser du monde quand même, mais pas à vocation, on va dire, professionnelle, fonctionnelle, etc. Mais on croise du monde. Alors, il y a des sentiers qui sont beaucoup plus durs que d'autres, où vous croiserez peut-être une personne par semaine, et puis il y en a qui sont des autoroutes. C'est lequel le plus dur ? Je pense qu'il est assez dur de faire l'ascension de la montagne Pelée par le mont Makouba. Et ça se fait en combien de temps pour quelqu'un qui a un peu l'habitude ? Alors, quelqu'un qui a l'habitude, allez, en 2 heures, il va partir, parce qu'on part du niveau de la mer et on monte quand même presque au sommet de la Pelée. Donc à 1300... Oui, voilà, vous tombez à 1397, mais en fait, avant d'arriver là, vous avez une première sommet, vous redescendez, enfin bref. Donc, l'ascension par là, c'est quand même 2h30, 3 heures. Voilà, c'est assez difficile, il y a peu de gens qui le font, donc le sentier, il est très étroit, il est technique, il est dans le brouillard, il y a des côtes qui sont assez dures, voilà. Si j'ai vraiment pas envie de me fatiguer, il y a des hélicoptères aussi, je suppose, non ? Alors, il paraît qu'on va bientôt avoir un funiculaire,
comment ça s'appelle encore, une espèce de télésiège, Oui, voilà. oui, Mais oui, il y a des hélicos, mais on les utilise seulement en cas de secours. D'accord. Il n'y a pas d'hélicoptère touristique, hein. Non, pas du tout. Non, il y a des ULM. Oui, Des là. cycles, voilà. Ce qui est quand même sympathique aussi de survoler, Absolument. les Notre façon de montagnes faire. avec l'ULM. En dehors de la randonnée, si on veut faire du sport, autre que la randonnée à la Martinique, quelles sont les offres? Qu'est-ce que vous proposez ou qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, Bien sûr, il y a la mer, on va parler de la plongée. Voilà, alors on va retrouver tous les sports qu'on a l'habitude d'avoir ailleurs. Hein. Donc effectivement la plongée qui est offerte, avec de très beaux sites, très beaux sites. On a des sites dans le nord, on a des sites dans le sud, autour du Rocher du Diamant qui sont très beaux. Donc la Martinique est réputée pour cela. Et puis il y a les plongées sur les épaves dans la baie de Saint-Pierre, parce qu'il y a des épaves après l'éruption de la montagne Pelée. Donc on a quelques épaves qui sont jusqu'à 60 mètres de profondeur. Donc, il y a différents niveaux de plongée pour les visiter. Donc on a ça, mais il y a aussi quelque chose qui est intéressant quand même, c'est de toucher au sport traditionnel. Alors justement, lesquels? Alors il y a la yole ronde, qui est un bateau, une embarcation traditionnelle que les pêcheurs utilisent toujours pour aller en mer, mais qui a la particularité de ne pas avoir de quilles. Donc en termes d'équilibre, il faut absolument qu'on utilise ce qu'on appelle des bois dressés. Donc vous avez des équipages qui vont d'un côté ou de l'autre par rapport à la voile qui est gonflée pour pouvoir maintenir le bateau en équilibre. Il y a des compétitions d'ailleurs. Il y a des compétitions, C'est à parce quelle qu'il y a époque alors fin du mois de juillet, début du mois d'août. C'est le Tour des Yoles qui est un gros événement Martinique, parce que je vois que la Martinique s'arrête. Il y a deux moments où la Martinique s'arrête, c'est le carnaval et le Tour des Yoles. Et le carnaval, c'est à quelle C'est époque? au mois de février. Mois de février. Voilà. Et donc, vous pouvez aujourd'hui, en allant en Martinique, pratiquer l'aïeul, parce qu'ils ont mis des espèces d'ateliers où le touriste va et découvre l'art de l'aïeul. Donc ça, c'est très bien en termes de tourisme sportif. Et puis, vous avez aussi le trail, qui est quand même une discipline qui est pratiquée un peu partout. Donc en Martinique, nous avons deux grands événements. Au mois de mai, il y a le Tiembéred, et qui est un ultra-trail. Et puis l'autre ultra-trail, c'est la Trans-Martinique qui a lieu le premier week-end de décembre et qui fait quand même 144 km. Mais la Trans-Martinique, on m'a dit que c'était une des courses les plus folles et une des plus difficiles. Bah ouais, elle est très difficile, parce que même si il y a même des gens qui me disent qu'ils trouvent ça plus difficile que la Réunion. Parce que la Réunion, la Diagonale des Fous, parce que la Diagonale des Fous, c'est pas mal sur du minéral. Alors qu'en Martinique, il y a la boue, il y a la jungle, c'est vraiment, et c'est une autre expérience. Hein. Donc, mais c'est un événement qui prend de plus en plus de place. Et on a aussi le Raid des Alizés, qui est organisé au mois de décembre, voilà. Mais c'est une organisation d'ici qui ramène des équipes féminines qui courent. Et elles ne font pas que de la course, hein. Elles font la course, elles font du kayak, elles font du vélo. Mais c'est une forme de tourisme sportif aussi que nous appuyons au niveau du comité martiniquais du tourisme. Et puis bien sûr, on va parler de la voile, parce que c'est quand même un point de chute de grandes courses transatlantiques, la Martinique. Absolument. Alors, la voile, au niveau de monsieur et madame tout le monde, on a quand même la semaine de la voile qui a lieu à Chelcher toujours pendant le carnaval d'ailleurs, qui est intéressante. Et puis, on est maintenant destination de transat. Donc la Transat Jacques Vabre qui a changé de nom, qui arrive chez nous. Et puis Transat qui part de La Rochelle et la Cap là qui fait en 2 étapes. Voilà, et là c'est là aussi grand moment. Alors on ne sait jamais à quelle heure ces bateaux arrivent. Mais c'est ça le problème. Alors ce que j'aime bien dans on peut quand même se mobiliser, parce que pour certaines des transats notamment, la première entrée c'est le Rocher du Diamant. Et après, ils sont obligés de faire le tour de l'île. Donc, on sait que le bateau est arrivé là, on peut encore aller se motiver, se bouger pour être à l'arrivée. Donc, à l'arrivée, sur la ligne d'arrivée, il y a toujours du monde. Ça, c'est sûr, parce qu'on sait quand ils arrivent sur la Martinique. Alors, justement, à propos du monde, quelle est la période où on rencontre le moins de touristes? Quelles sont les périodes qui peuvent être, par exemple, les plus sympas aujourd'hui, parce que ce n'est pas les périodes de grandes affluences? Alors, moi, je produis un festival de randonnée qui a lieu au mois de juin. Je les place au mois de juin pour plein de raisons. Parce que faire du tourisme au niveau économique,
les avions sont... on est entre deux saisons. Donc, les tarifs aériens sont moins élevés, les hôtels, ils sont disponibles, donc ils font des prix intéressants. Tous les prestataires sont un peu moins chers. Donc, juin, c'est pas mal parce que mai, juin, le mois d'avril, c'est la fin de la saison des croisières. Il faut bien comprendre que nous, on est juste sous l'Amérique du Nord et que les Américains, pendant qu'il fait froid, ils ont envie de partir en croisière et donc on reçoit des fois 4-5 paquebots par jour. Oui, les MSC, voilà, Carnival. Exactement. Ouais. Donc ils arrivent et puis on les a jusqu'au mois d'avril. Après, on tombe dans ce qu'on appelle une basse saison. Donc là, les prix ils chutent, etc. Mais la basse saison, il fait beau. Ah oui, il fait toujours beau. Voilà. Il fait toujours beau. Mais c'est vrai que comme il y a moins de touristes, il n'y a plus de bateaux de croisière, parce que les bateaux de croisière, il faut qu'ils rentrent en Europe pour circuler dans la Méditerranée en été. Donc on n'a plus de bateaux de croisière, hormis le Disney, je crois qu'il vient encore un peu plus tard. Mais à partir de ce moment-là, on peut considérer qu'on est en basse saison. Et puis après, il y a une remontée des prix au mois de juillet parce que vous avez quand même les résidents, les vacanciers, les Martiniquais qui sont ici, la diaspora, qui rentrent en vacances, et puis c'est les vacances scolaires. Donc il y a pas mal de gens qui voyagent, et donc les prix remontent un peu, juillet, août, mais en septembre, ça rechute jusqu'à novembre. Donc d'avril à juin, déjà, c'est une bonne période. D'avril à juin, c'est bien parce qu'en plus, il fait beau. Septembre, octobre, c'est pas mal. On dit que c'est la fin de la période cyclonique, mais le dernier cyclone important qu'on a eu en Martinique, ça a été en 2007. Alors une question plus économique, celle-ci. On voit qu'en ce moment, il y a beaucoup de bouleversements dans le monde, des guerres dans le Golfe arabo-persique, en Ukraine. Est-ce que quelque part, ça va changer la donne en matière d'offres touristiques et de demande touristique? Je ne vais pas vous demander si le bonheur des uns fait le malheur des autres, ou si le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais est-ce que ça va changer quelque chose l'été prochain, par exemple, pour vous? Alors c'est vrai que j'insiste sur le fait que ce n'est pas de notre élément, l'élément de notre langage de dire que bon, il y a la guerre, on va en profiter, c'est malheureux quand même, il y a des gens qui meurent. C'est clair. Mais inévitablement, il y a un transfert qui se fait et qui se fait vers des destinations qui sont sûres. Et la Martinique est une destination sûre. Donc à ce niveau-là, les portes vers même plus loin que le Moyen-Orient, parce que j'ai des amis qui m'ont dit que pour aller en Australie, ça devient compliqué parce qu'il faut qu'ils prennent la grande route du Nord ou qu'ils passent par les États-Unis, etc. Ce qui revient beaucoup plus cher. Donc on va forcément avoir un transfert de ces vacanciers, de ces visiteurs, de ces touristes vers la Martinique. On s'y attend. Pour l'instant, on est prêt à le recevoir, puisque comme je vous ai dit, on est en fin de haute saison, on est dans un creux, donc on va absorber. C'est clair qu'on va absorber, mais c'est un effet mécanique, hein. Et puis nous avons déjà eu à absorber l'effet Trump aux États-Unis, puisque les Canadiens n'allons plus en Floride en boycottant les destinations, c'est-à-dire que ça soit le transbordage, je parle anglais là, donc oui. On a bien compris. Transfrontalier, hein, le tourisme transfrontalier pour aller faire des courses, comme vous êtes à Montréal, vous allez dans le Vermont faire des courses, etc. à Plattsburgh. Alors ça c'est une chose qu'ils ne font plus. Et ils ne vont plus non plus les snowbirds qui sont ces Canadiens un peu plus âgés qui vont en Floride, notamment autour de pas mal de villes, Fort Lauderdale, eh bien ils n'y vont plus et ils ont quelquefois vendu leur résidence et ils sont en train de se repositionner sur la Martinique et la Guadeloupe. Et puis pour les Canadiens, ça a quand même un gros avantage, c'est la langue. C'est la langue et le côté sûr. Parce que là aussi, l'Amérique latine, ça s'enflamme un peu, et les problèmes au Mexique. Toutes les destinations, vraiment, moi j'ai vécu très longtemps au Canada, donc je peux vous dire que toutes les destinations qui étaient en vogue, c'était République dominicaine, Mexique et Cuba, c'est compliqué. Alors Gilles, vous savez, dans ces rendez-vous ici à Destination Sport, il y a une tradition. À la fin, on dit, puisqu'on a fait quand même un peu d'effort, en pensée, on va penser au réconfort. Alors, le soir, quand on a fini une randonnée très engagée de 2-3 heures, qu'est-ce que vous nous conseillez de boire et de goûter? De goûter tout d'abord. Alors, de goûter. Alors, c'est vrai qu'il y a le classique, les petits acras là, qu'on fait, mais on les sert un peu partout.
En termes de gastronomie, il y a vraiment des gens qui font des choses. Il y a des restaurants, notamment au Carbet, qui proposent des choses assez bien. Donc, alors moi, il y a un truc que j'apprécie beaucoup, c'est le balaou frit. Le balaou, c'est un petit poisson très fin qu'on prend et qu'on fait frire. Donc, on peut vraiment manger 4, 5, 6 comme ça, c'est très facile. Balaou frit avec un bon punch. Voilà. Donc, je ne citerai pas de marque de rhum, mais un bon punch blanc. Alors, par contre, il y a un rhum actuellement. Alors, vous savez que traditionnellement, on sortait un rhum à 50, 55 et 62 degrés. Et aujourd'hui, la grande mode, c'est le rhum à 70 degrés. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une sortie de colonne. Il n'est pas réduit. Parce que le rhum, en fait, il sort à un haut titrage. Et ensuite, on le réduit à l'eau de source pour tomber à 50 degrés ou à 55. Et on consomme maintenant, enfin, pas tout le monde, mais c'est bien, c'est apprécié. Les sorties de colonne. Et maintenant, toutes les distilleries se mettent à faire du sortie de colonne à 70. Alors, vous le conservez au congélateur. Pour que ce soit un peu sirupeux. Voilà. Vous êtes un amateur. Hein. Oui. Un peu comme la vodka. Voilà, donc alors ça, c'est très bon. Eh bien écoutez Gilles, merci beaucoup de nous avoir donné envie d'aller à la Martinique faire du sport ou regarder les autres faire du sport. Voilà. Et puis on se retrouve très bientôt sur le site radiosport.fr. À bientôt.